Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous débarquez sur ce podcast, je suis Jérôme, je documente mon parcours pour devenir psychologue, tout ça en reconversion avec un job à côté. Et du coup, le but de ce podcast, c'est de vous expliquer pas à pas qu'est-ce qui se passe au cours des études, notamment dans la licence de l'IED, Paris 8, l'Institut d'enseignement à distance, et je vous explique chaque semestre ce qui se passe, les notes, le temps passé, les cours, enfin j'essaie de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous projeter dans le parcours, ou si vous êtes déjà dans ce parcours, trouver peut-être un peu de soutien parfois dans ce parcours qui peut être long. Ceci étant dit, la dernière fois, je vous ai fait un épisode sur mon master, comment j'ai candidaté, les résultats, etc. Et là, je vais vous faire un épisode sur mon stage, comment je l'ai trouvé, qu'est-ce qui s'est passé, le rapport, qu'est-ce qu'il faut faire, blablabla, etc. Du coup, déjà, pour commencer, en licence, en tout cas à l'UED de Paris 8, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, en licence, on a un stage à effectuer en troisième année qui est d'une centaine d'heures. Donc je crois que c'est entre 100 et maximum 200, si je ne me trompe pas. Voilà. Et vous pouvez compléter, je crois, avec une partie recherche. Bref, en tout cas, c'est un seul stage, si j'ai bien compris. Alors, désolé, hein, parce que j'ai pas tout 100% des infos. Je vais vous dire ce que moi j'ai fait, en tout cas, comme stage. Mais il me semble que c'est un seul stage. Et éventuellement, on peut compléter avec un petit stage de recherche. Ou alors, c'est le même stage. Bon, bref. Je vais vous expliquer mon stage à moi. Déjà, c'est possible de faire un stage dans une des quatre spécialités. Donc, il y a la clinique, la neuropsychologie, développement et social. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, moi, c'était un stage en social, parce que vous connaissez mon attrait pour cette spécificité, et notamment la psychologie du travail. Et du coup, j'ai pas réfléchi très longtemps, je suis plutôt parti sur cette spé. N'empêche que, j'ai quand même postulé à d'autres choses, parce qu'en fait, on est en troisième année de licence, et on est encore en licence. En fait, on n'est pas encore en master, on n'est pas encore spécialisé. Et je me suis dit, bah, autant, je suis quasiment sûr que je vais faire psychologue du travail, mais bon, ça n'empêche pas d'aller voir autre chose, parce que c'est un peu le dernier moment où on peut le faire aussi. Et j'ai quand même postulé, par exemple, en clinique, à un hôpital psychiatrique. Ouais, c'était majoritairement ça, un gros pôle à côté de Lyon qui s'appelle le Vinatier. J'avais postulé. Donc là, c'était vraiment de la psychiatrie. Mais sinon, c'était principalement des candidatures sur tout ce qui est lié au travail. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en licence, on peut faire à peu près tout. Il vous faudra une convention de stage. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un stage, en tout cas dans cette fac? Il faut une convention de stage, évidemment le grand classique, et il faut aussi une fiche projet qui va expliquer en 2 pages, 3 pages, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce stage. Du coup, comment ça s'est passé pour moi? J'ai fait à peu près, je reprends mon tableau sous les yeux, j'ai fait une trentaine à peu près de candidatures. Je me suis pas mis une méga pression. Par contre, j'ai fait clairement appel à mon réseau, en tout cas aux gens que je connaissais, pas forcément psychologue, mais n'hésitez surtout pas. C'est un peu le moment de faire ça, surtout quand on est en reconversion, on commence à connaître un peu des gens, nos anciennes entreprises, etc. C'est assez pratique. Ça aboutit pas toujours, mais bon, voilà. Du coup, j'ai fait ça. Et sinon, j'ai regardé aussi un peu les offres de stage. Mais malheureusement, vous aurez sûrement souvent cette réponse des entreprises ou autres. Ouais, vous êtes que en licence et nous, on aimerait bien avoir des stages de master, voire des stages de master 2. Donc souvent, ils cherchent des étudiants, mais plutôt en master 2. Du coup, en licence, bah, faut trouver le stage, c'est un peu c'est un peu un défi en fait. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été si facile que ça, même si j'en ai trouvé un au final. Et évidemment, si vous n'avez pas de stage, bah, en fait, c'est une unité d'enseignement. Donc, c'est un cours à valider. Du coup, si vous ne l'avez pas, bah, vous n'avez pas votre licence. Et du coup, même si vous avez tout, si vous avez 20 sur 20 de moyenne, mais que vous n'avez pas ce stage, bah, vous n'aurez pas votre licence. D'ailleurs, à l'IED, le stage, il peut se faire sur toute l'année, à partir de, je sais pas, octobre jusqu'à, j'imagine, juin, mais enfin la fin du jury en tout cas. Évidemment, cette année, c'est un cas un petit peu particulier parce que les examens ont été déplacés et le jury aussi, mais globalement, c'est sur l'année universitaire. Je pense pas qu'on puisse le faire l'été. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Bref, vous devez faire ce stage sur un des 2 semestres. Et donc j'ai dit une centaine d'heures, voire jusqu'à 200 heures si je me trompe pas. Du coup, comment on cherche son stage? Alors ça, c'est la grande, c'est la grande question. Bah, comme j'ai dit, faire appel à son réseau, regarder s'il y a des offres de stage. Alors, vous trouverez très peu d'offres de stage en licence. Même en master, en tout cas en travail, c'est pas si répandu que ça. J'ai un peu cherché partout.
J'ai regardé aussi des entreprises j'habite à côté de Lyon, dans le coin, voir qu'est-ce qui potentiellement pourra avoir besoin d'un psychologue du travail ou qui ont un psychologue du travail. D'ailleurs, ça va faire beaucoup d'informations comme d'habitude, mais pour ce stage, en tout cas en psychologie sociale à l'IED, on n'a pas besoin d'avoir un psychologue du travail un psychologue social qui est référent. Enfin, on n'a même pas d'avoir besoin d'un psychologue qui est notre tuteur. Ce qui n'est pas le cas je ne connais pas les autres spécialités, mais ce n'est pas le cas pour forcément les autres, où des fois il faut un psychologue qui a 3 ans d'expérience. Bref, nous on n'avait pas c'était plutôt pratique pour ça. Et d'ailleurs, quand on est psychologue du travail, souvent on n'est pas avec d'autres psychologues du travail, sauf dans je sais pas, des cabinets de consultants par exemple. Mais j'ai l'impression, en tout cas j'ai le sentiment que c'est assez rare d'avoir plusieurs psychologues du travail au même endroit. Du coup là, souvent, votre tuteur, ça sera plutôt le DRH, la direction ou autre, la prévention. Et voilà, moi j'avais visé plutôt ça. Donc déjà pratique, il ne faut pas forcément de psychologue. Et donc voilà, j'ai tapé dans un peu mon réseau, j'en parlais un peu à tout le monde, en disant ah, je cherche un stage, voilà, est-ce que tu connais pas? Il y a toujours quelqu'un qui va dire ah bah j'ai une pote, j'en ai eu plusieurs comme ça, ah bah ouais, tiens, je peux filer ton CV, après peut-être ça aboutira pas, mais voilà, je peux donner ton CV dans ma boîte. Ah tiens, je connais quelqu'un aussi qui travaille dans cette entreprise. Est-ce que ça t'intéresse? Enfin, faites appel à vos potes, votre famille. Il y aura toujours quelqu'un. Après aussi, d'ailleurs, parce que j'ai posé des questions à notre professeur référent sur le sujet, je lui ai dit, bah voilà, moi je travaille dans une boîte qui a un cabinet de qualité de vie et des conditions de travail. Est-ce que je peux faire mon stage là-dedans éventuellement? J'ai senti que c'était pas, enfin il me l'a dit, c'est pas forcément conseillé pour plusieurs raisons, et notamment que bah déjà collègue avec ces gens depuis longtemps. Et par contre, il m'a dit si t'es pas dans le même service, pourquoi pas? Moi, je fais partie de la formation. Et du coup, si tu vas, je sais pas, en santé au travail, pourquoi pas? Mais on sentait que c'était un peu particulier de le faire dans la même entreprise où vous travaillez déjà depuis longtemps. Voilà, je les sentais pas trop chaud sur le sujet. Et bon, du coup, je l'ai pas fait là-bas pour plein de raisons. Évidemment, le but, c'est aussi d'ouvrir un peu ses chakras et d'aller autre part. Mais j'avoue que j'avais ce côté un peu, bah voilà, si je peux le faire dans ma boîte, c'est aussi pratique parce que trouver un stage, c'est vraiment pas facile. Et c'est pas une question de volonté, hein, vraiment pas. Bref, j'ai postulé à plusieurs cabinets, ouais, une sorte de cabinet de psychologue, des entreprises. J'ai même demandé à une psychologue, dans un cabinet libéral, à une psychologue du travail. J'ai postulé au Vinatier, comme je vous l'ai dit, donc vraiment un hôpital psychiatrique avec plein de spécialités différentes. Par exemple, là-bas, ils ont un pôle urgence psychiatrique, un pôle psychiatrie de la personne âgée, psychiatrie adulte, psychiatrie, je crois qu'il y a enfants, etc. Enfin, il y a même un pôle, je crois, j'avais pas postulé, mais c'était sur les personnes en détention. Enfin bref, c'est un sacré pôle. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai essayé de postuler un petit peu partout où je pouvais. Et puis là, ce stage-là est pas... Enfin, il est important, bien sûr, mais bon, il n'est pas non plus déterminant. Après, peut-être qu'il l'aide pour le dossier de mon master, j'imagine. Bon, en tout cas, ça fait... On nous a dit au début, je crois, en rentrée là, de la L3, oui, le stage ou vos spécialités, ça compte pas forcément pour le dossier. Bon, je sais pas, hein. Franchement, je trouve que l'avantage d'avoir un stage dans la spécialité qu'on vise, on se dit, ok, bon, bah, le parcours a l'air cohérent. Enfin, en tout cas, c'est peut-être comme ça que moi je le verrai. J'arriverai peut-être pas à faire fi totalement du stage de la personne. Ah bah ouais, c'est marrant, vous avez fait un stage en clinique, pourquoi vous postulez en psychologie du travail? Enfin, voilà. J'ai aucune idée de comment les dossiers sont traités, mais c'est comme ça que je l'imagine. Et donc, je vous ai dit, bah, postulez un peu dans les entreprises que voilà, vous connaissez, les potes, la famille, etc. Je traîne beaucoup sur LinkedIn. Et en fait, je suivais ou je venais de suivre, je sais plus, un réseau qui relie les professionnels de santé avec les personnes qui ont vécu un burn-out. Et je me suis dit, bah vas-y, tente ta chance, envoie un message à la directrice, à la fondatrice même de la plateforme. Et en fait, moi, je fais souvent ça pour interviewer des gens, pour discuter juste tout simplement avec des gens. Donc je suis habitué à envoyer des petits messages, ça me fait pas peur. Alors des fois, ça aboutit pas du tout. Et d'ailleurs, là, je vais vous parler de celui qui a réussi, mais j'en ai fait d'autres qui n'ont pas du tout réussi. Et avant de vous dire ça, j'ai eu très peu de messages de réponse à toutes mes autres candidatures, au-delà de LinkedIn, hein, en mode CV, lettre de motivation. J'ai essayé d'adapter à chaque fois. Enfin, je sais pas, je pense que j'avais fait un truc carré, mais soit ils répondent pas du tout, soit c'est merci pour votre candidature, malheureusement, blablabla. Après, j'ai essayé d'avoir des gens au téléphone aussi. Et c'est pas grave parce que ça a commencé à m'ouvrir un peu à avoir des contacts, même pour peut-être l'année prochaine.
Enfin, du coup, ça ne sert jamais à rien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même peu de taux de réponse. Alors, bien sûr, c'est un stage de licence, ils cherchent pas forcément, donc ils n'ont pas le temps de répondre aussi, je sais. Mais ouais, je pensais que j'aurais plus de réponses, même si c'est juste une réponse négative, mais pas trop de réponses. Et au final, bah, il y en a aucun autre qui m'avait vraiment accepté. Et donc on en vient à ce fameux message LinkedIn. J'en ai envoyé d'autres, mais celui-ci a fonctionné. Et je vais même vous donner le message parce que alors, j'aime bien tartiner, enfin pas tartiner dans le mauvais sens, mais pour me présenter, je me dis bon, j'aborde quelqu'un qui me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il faut que ce soit court, mais en même temps, voilà, j'aime bien me présenter, quoi. Et là, j'ai dit en gros, parce que quand vous connaissez pas la personne sur LinkedIn, que vous êtes en compte gratuit, je crois que c'est 200 caractères. Alors pour moi, c'était un vrai défi parce qu'il faut se présenter très rapidement à la personne. Et voilà, est-ce que ça peut le faire un stage? Et en fait, on peut pas vraiment expliquer en 200 caractères, donc il faut que ça soit un peu pertinent ou que la personne soit réceptive. Et là, j'ai dit en gros, bonjour, je suis à la recherche d'un stage pour ma troisième année de psychologie, entre parenthèses 100 heures. Auriez-vous une place pour accueillir un stagiaire ultra motivé chez vous? Bonne journée. Donc le message est vraiment très très simple. Et en fait, tout est parti de là. J'ai pas pu dire, par exemple, ouais, je suis votre plateforme qui m'intéresse vraiment, c'est sur le burn-out, c'est un sujet. Enfin, je fais ma troisième année parce que je veux devenir psychologue du travail. Non, il n'y a pas ça. Là, il fallait être court, concis. Encore une fois, j'ai fait d'autres messages comme ça qui n'ont pas forcément fonctionné, hein. Celui-ci, bah voilà, il y a eu ce premier message, il y a eu une réponse de la personne, et là j'ai pu un tout petit peu plus développer. Et en fait, la personne ne cherchait pas du tout un stagiaire. C'est une personne qui a ce réseau qui relie les professionnels de santé avec les personnes en burn-out. Et c'est aussi une personne qui a un cabinet de psychologie du travail plus, on va dire, classique où elle reçoit des patients. Et du coup, en fait, on a fait un appel téléphonique. C'était un petit peu pour voir si on pouvait travailler ensemble. Et finalement, bah, au final, j'ai eu cette première étape, donc, de parler avec la personne, et aussi de faire vérifier à la fac que est-ce que c'est possible de faire ce stage ou pas. En tout cas, la personne, je sentais qu'elle était partie pour me dire, bah, ouais, vas-y, le but c'était de faire une enquête sur le burn-out. Et là, donc, il y a une deuxième passe où j'ai été voir la fac, professeur référent, lui disant, bah voilà, j'ai ça, est-ce que c'est OK? Et en fait, au début, il était plutôt en mode, bah en fait, ça fait un peu recherche. Enfin, si vous faites que cette enquête-là, ça fait trop recherche. Là, je me suis dit, merde, putain, c'est le seul truc que j'ai vraiment trouvé, en plus, qui m'intéresse de fou. On est en train de me dire que ça fait trop recherche comme stage. Bon, je me suis dit, merde, il me dit, vous faites cette enquête, mais il va falloir faire d'autres activités à côté. Du coup, j'ai rappelé ma future tutrice de stage de l'entreprise en disant, bah voilà, on m'a dit, il faut faire cette enquête, ok, mais il faudrait que ce soit avec d'autres missions. Et du coup, on a réfléchi à d'autres missions. L'avantage, c'est que l'entreprise est en développement, donc pas trop de soucis pour trouver d'autres missions. Et au final, bah, du coup, j'ai dû rédiger la fameuse fiche de projet de stage. En gros, c'est une fiche qui donne vos coordonnées, le titre du projet, les dates, le lieu de stage, les intérêts, présentation de l'organisation d'accueil, les missions envisagées et les éléments théoriques parce qu'on est à l'université et on adore. Du coup, j'ai mis toute une bibliographie. Pour vous donner une idée, le message, il datait mon propre message datait du 2 janvier. Putain, le 2 janvier, ouais, j'étais chaud. 2 janvier, j'ai envoyé un message à cette personne et j'ai commencé mon stage le 10 février. Le 10 février. C'était en fait assez rapide. Mais j'étais toujours dans ce doute de merde, est-ce que ça va être accepté par la fac, accepté par la tutrice qui, rappelons-le, ne cherchait pas du tout un stagiaire à la base. Et j'avais une autre question, c'est est-ce qu'on peut le faire totalement à distance ou quasiment à distance? Quasiment totalement à distance. Et la fac, elle était pas trop partie pour. Et bon, au final, j'ai fait majoritairement à distance, hein, le stage. Je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce stage? Bon, ça, c'était un petit peu long, c'était un petit peu toute la présentation. Et du coup, dans ce stage, euh, donc je devais réaliser une enquête quantitative et qualitative sur le burn-out. Donc là, c'est pas les personnes qui sont dedans tout de suite maintenant, c'était plus voilà, des personnes avec du recul. Et du coup, bah, j'ai fait c'était un questionnaire. Le but c'était de créer tout le questionnaire, faire un questionnaire Forms, de voir avec voilà, ma tutrice, avec d'autres personnes aussi, de tout rédiger, de faire le lancement, de récupérer les données. Et après ça, on proposait, enfin, à la fin du questionnaire, on proposait aux personnes de faire un entretien semi-directif avec nous. Pareil, il a fallu rédiger le guide d'entretien, faire passer tous les entretiens. Et là, ça donnait d'autres pistes de réflexion. Voilà, évidemment, je ne peux pas vous donner le contenu de tout ce qu'il y a dedans, mais
vous avez un petit peu cette idée, une première partie quantitative et une partie après qualitative, voilà, qui est beaucoup plus engageante, notamment dans le rôle, la posture du futur psychologue que je serai. Donc ça, c'était la mission principale. Et sinon, j'ai eu la chance de pouvoir observer des vraies séances. Alors là, c'était en présentiel, avec des personnes en souffrance au travail. J'y reviendrai parce que ça a été très, très marquant. J'ai participé aussi à l'élaboration d'une formation. Voilà, c'était vraiment le début, mais voilà, formation sur la prévention du burn-out. Et aussi, on a fait un webinar qu'on a construit ensemble sur le déni du burn-out. Donc tout était tourné autour du burn-out, sujet que j'affectionne particulièrement, mais que j'ai vraiment découvert là, parce que je le connaissais un peu théoriquement. Mais là, en discuter avec des personnes qui l'ont vraiment vécu, ça, c'est quelque chose. Bon voilà, là on est parti pour ce stage pour... Alors moi je l'ai fait d'ailleurs sur l'organisation. Donc j'ai fait du 10 février au 11 avril, donc sur 2 mois. Mais en fait je travaillais 14 heures par semaine, pour vous donner une idée. En fait c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire un peu à la fac à distance, on peut un peu s'organiser comme on veut, ce qui est quand même assez pratique. Alors il n'y a pas des plages prévues pour votre stage, mais par contre vous pouvez vous organiser comme vous voulez. D'ailleurs, petit point, vous pouvez faire votre stage une année et rendre le rapport l'année d'après. Si, je sais pas, il y a des personnes qui ont demandé, donc je vous donne l'information. Mais attention, j'imagine que si on fait son stage d'une année et qu'on rend le rapport l'année d'après, le seul souci, c'est si les règles du rapport de stage changent. Donc, j'imagine qu'il faut attendre quand même d'avoir un peu les règles pour faire le projet. Enfin bref, je crois que vous avez compris. Donc pour ce stage, le seul document que j'ai vraiment créé pour moi, c'était un journal de bord et qui disait, bah voilà, toutes les semaines, donc sur les 9, je sais plus combien ça fait, 9 semaines, qu'est-ce que je faisais un peu tous les jours pour moi me rappeler pour le rapport de stage, pour prendre des notes. Enfin, c'est un seul document où il y a un petit peu tout et ça résume semaine par semaine. Et c'est bien parce que pour faire le rapport, c'est quand même pas mal, je trouve. Ça n'a pas tant servi que ça, mais ça me permettait surtout de faire mon suivi petit à petit. En gros, pour résumer, mon stage, c'était principalement d'avoir fait au début, bah, faut préparer tout ce qui est enquête qualitative et quantitative, faire le lancement, récupérer les résultats, commencer à organiser. Il fallait faire utiliser un outil, on a utilisé Calendly, on a dû paramétrer tout ça pour qu'on travaille à plusieurs, parce qu'on était 3. Et du coup, pour se partager justement les entretiens avec les personnes. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, on a une centaine, je sais plus combien exactement, plus d'une centaine de réponses au questionnaire. Et on a eu quasiment 50 entretiens. Et on a fait moins de notes, j'ai fait 25 entretiens. Donc là, c'est vraiment mon stage, comment ça s'est passé. Donc une première phase, enquête quantitative. Après, boum, il y a eu l'enquête qualitative. Et c'est là où ça a commencé. Déjà, les résultats d'enquête que je ne peux pas donner, bien sûr, ici. Mais ça a déjà été assez intéressant. Bah, moi, c'est un sujet qui me fascine, hein, le burn-out. Et après, il y a eu les entretiens, où là, c'était encore un autre niveau. Alors, c'est des personnes qui parlent d'elles, enfin, qui parlent de leur situation au passé, ou en tout cas, elles sont plutôt vers la fin du burn-out que le début. En tout cas, elles ont un recul sur leur situation passée. Souvent, ça fait 1 an, 2 ans que c'est terminé, ou en tout cas, ils sont vers la fin. Du coup, il y a cette capacité de prendre du recul qu'on n'a pas justement quand on est dedans, ou quand on est vraiment au début. Et du coup, c'est la première fois que j'étais confronté vraiment à de la souffrance d'autres personnes, même si elles en parlaient au passé. Bah, c'est comme des situations qui peuvent être très difficiles. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les conséquences évidemment du burn-out. Les causes aussi sont assez souvent reviennent. Je vais vous donner la majoritaire, mais en gros, c'est j'ai pas été écouté. J'ai donné l'alerte, mais j'ai pas été écouté. Et l'écoute, c'était un peu la solution à tout. Quasiment tous les entretiens, la personne disait la solution, bah, c'est d'être plus écouté, que mon manager m'écoute, que ma direction m'écoute, que mes collègues m'écoutent, aussi parfois que moi-même je m'écoute. Mais c'était surtout, voilà, j'ai besoin d'être écouté par ma direction. Et les conséquences qui m'a vraiment le plus marqué, c'est les capacités cognitives qui peuvent être atteintes. Parce qu'on se dit, ouais, quand on connaît pas le burn-out, c'est dans la tête, blablabla, c'est juste un coup de fatigue. Non. En fait, c'est votre corps qui vous fait un gros fuck et qui se met en pause. Votre cœur, il peut plus et c'est ciao. Et en fait, c'est pas que vous êtes allongé dans votre lit, enfin, c'est pas forcément ça, mais c'est de l'épuisement, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, c'est vraiment le corps, il est totalement
capoute, quoi. Il est à zéro niveau énergie. Comme si vous aviez couru un marathon et c'était là un peu la fin, faut se reposer. Mais là, c'est votre cœur qui vous dit vous voulez travailler, mais votre cœur il dit non, je crois pas. Et en fait, ça va au-delà de cet épuisement physique, d'être très 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 fatigué. C'est aussi parfois dans les burn-out sévères, parce qu'il y a plusieurs niveaux, je ferai un épisode sûrement là-dessus, mais il y a plusieurs niveaux de burn-out. Et quand on arrive dans les burn-out souvent sévères, ça peut même atteindre les capacités cognitives. Et par exemple, un truc qui m'a marqué, c'est la personne qui disait bah voilà, elle disait, voilà, je vois très bien les caractères, j'ai pas de problème, hein, mais je ne pouvais pas lire. Les capacités cognitives étaient tellement atteintes que je disais non, je ne peux pas lire. Il y a ça qui est revenu plusieurs fois. Il y a aussi le fait d'être perdu au niveau spatial et d'être par exemple dans la rue à côté de chez vous. Et imaginez, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Ça veut dire vraiment que vos capacités cognitives sont atteintes. Alors, ça c'est transitoire, hein, ça se guérit petit à petit. Je sais pas s'il peut rester des séquelles, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, heureusement, se guérit. Hein. C'est pas définitif. C'est vraiment que vous avez cramé, quoi. Imaginez que son cerveau, il a brûlé. C'est un peu l'image, mais c'est ça. Donc, pas forcément pouvoir lire, être perdu même à côté de chez soi. Personne qui disait, j'arrive plus à déverrouiller mon téléphone. Ça paraît, comme ça paraît très compliqué quand on l'a pas vécu soi-même. Et voilà, c'est un peu cette image-là qui m'a marqué. Alors, tout le monde n'arrive pas à ce niveau non plus de sévérité. En tout cas, ce qui revient, c'est vraiment l'épuisement. Et le mot qui définit le plus le burn-out d'après, en tout cas, ces entretiens, c'était soit il y avait le mot explosion ou le mot tsunami qui revenait souvent. Et j'avais vu dans d'autres entretiens, d'autres reportages. Et c'est vrai que c'est vraiment... Quand on l'a pas vécu, je pense que c'est difficile à se le représenter. Moi, je l'ai pas vécu, hein. Mais bon, là, je pense que j'ai un petit 25 entretiens avec des personnes et une centaine de réponses au questionnaire. Je comprends beaucoup mieux. Et voilà, tout ça pour vous dire quoi. Désolé, j'ai un peu expliqué le burn-out. Mais en gros, c'est que là, j'étais confronté avec des gens qui ont vraiment souffert quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, mais ouais, j'aime bien la psychologie du travail, tout ça, les risques psychosociaux. Mais des fois, on oublie. Je me dis, mais je sais pas, tous les gens autour de moi, ils vont relativement bien. Mais en fait, ça existe vraiment, la souffrance au travail. C'est un peu ma conclusion. Ça paraît évident, mais en fait, des fois, quand on est entouré de personnes où ça va relativement bien dans leur boulot, euh, je sais pas, c'est comme si j'avais presque oublié en fait qu'il y avait la souffrance au travail. Et en fait, j'allais dire, ça m'a remotivé. Peut-être pas ça, mais je savais que je voulais faire psychologue du travail à ce stade. Là, ça l'a vraiment confirmé en me disant, non mais oui, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment des soucis pour certaines personnes. Il faut faire quelque chose. Voilà, on peut dire que ça a confirmé mon envie de travailler sur ces sujets-là, notamment les risques psychosociaux et le burn-out. On verra ça en master, hein, ce que je ferai comme stage. Donc j'ai fait plusieurs autres petites choses, donc créer un début de formation. On a fait un webinaire, c'était le premier d'ailleurs webinaire de la boîte, donc il fallait aussi penser aux outils un peu digitaux, comment on peut faire, etc. Donc sur le déni du burn-out, le webinaire. Moi j'étais plutôt en création, j'ai animé un tout petit peu, et après bon, c'est pas moi qui répondais aux questions, hein, parce que on était avec des gens qui ont des questions des fois très précises, et j'ai pas forcément encore le niveau, ou en tout cas la capacité de leur répondre. Mais j'étais pas tout seul, bien sûr. Dernière chose, ouais, une des plus marquantes aussi, encore plus, c'est différent. Les enquêtes, j'ai insisté en disant que c'est des personnes qui parlent plutôt de leur burn-out, en tout cas leur souffrance au travail au passé, plutôt au passé. Il y en a, on sentait qu'ils étaient encore un peu dedans. Mais globalement, je pense que 95% des gens que j'ai eus, c'était... voilà, ils en parlaient bien au passé. C'est un truc... Évidemment, ça a un impact dans la vie quotidienne actuelle, mais c'est quelque chose de passé. Par contre, j'ai fait une demi-journée dans le cabinet de la psychologue du travail. Donc là, j'avais en qualité d'observateur. Les personnes ont bien voulu, les patients ont bien voulu... d'ailleurs, je ne sais jamais si on dit patient ou client. En bref, les personnes qui sont venues, qui étaient en souffrance, ont accepté que je sois observateur. Et du coup, j'ai eu 3 personnes. C'est pas tant que ça, hein, mais j'ai eu la chance déjà d'observer ces trois sessions. Donc c'était plutôt des premières séances. Et en fait, là, c'est vraiment des personnes qui arrivent. Là, elles ne parlent pas au passé de leur souffrance. Elles sont là maintenant avec un problème. Ça va pas.
Émotionnellement, c'est pas fou. J'ai compris, je dis toujours ça en souriant, mais j'ai compris le budget mouchoir. Je suis un psychologue du travail, vraiment. Il y a des pleurs, il y a de la colère, vraiment un mélange d'émotions où il n'y a pas du tout de recul. Et en fait, ce qui m'a enfin, je sais pas si ça m'a encore plus marqué, mais c'est le fait que la personne, en fait, moi, dans ma tête, même si j'ai fait ma licence de psycho, ok, mais bon, je suis pas encore psychologue, hein, mais en fait, la personne disait des choses, et moi, je cochais un peu des cases dans ma tête en me disant, bah ouais, là, il y a cette cause-là, ça fait ça, il y a les conséquences, on voit tous les symptômes qu'elle évoque. Et en fait, je me dis, bah ouais, en fait, c'est le burn-out, en tout cas, c'est souffrance au travail, c'est causé par ça. Et la personne, elle n'arrive pas en vous disant, je suis en burn-out. En fait, il y en a, ça va être, bah, je suis en conflit de valeurs avec ma boîte, et c'est mon médecin du travail qui m'a arrêté. Et des fois, on comprend pas forcément. C'est pas, en fait, c'est ça aussi qu'on oublie des fois même si du haut de ma petite licence, je suis pas encore psychologue, mais on oublie en fait qu'on sait plein de choses. C'est un peu je sais pas comment on dit, le syndrome un peu de l'expert. En fait, les personnes, elles viennent vous voir, vous disent juste, ça va pas. Et vous, après, vous pouvez poser un mot un peu dessus, ça peut être burn-out, ça peut être autre chose, d'autres explications. Et voilà. Et ça a confirmé ce stage que j'ai un bon niveau, je pense, d'empathie, au sens où. Alors, il y a plein de définitions, mais en gros, il y a, on va dire, l'empathie où vous comprenez que la personne, par exemple, elle est triste parce qu'elle pleure, mais vous ressentez pas sa tristesse. Et après, il y a un peu la contagion émotionnelle ou l'empathie émotionnelle, où là, en fait, vous allez ressentir ce que ressent la personne. Et ça, j'imagine pour un psychologue, si vous êtes comme ça, c'est pas impossible hein, d'être psychologue, mais bon, c'est très compliqué de ressentir la souffrance des personnes, parce qu'en fait, des personnes, vous en voyez beaucoup qui vont pas bien. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que ce stage a confirmé que j'avais. Bon, évidemment, j'en ai fait que 3, mais j'ai fait tous les entretiens de l'enquête et cette, euh, ces 3 personnes. Je me suis dit, ça va. D'ailleurs, ma tutrice a bien pris soin de moi parce que elle me disait régulièrement, ça va, tu n'as pas pensé le soir aux entretiens, est-ce que, enfin, voilà, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Elle m'a bien coaché au début. Disons que j'avais une petite appréhension quand même pour le premier entretien. Bon, voilà, c'est toujours un peu particulier. Mais ça a confirmé que je pense que j'ai le bon niveau. En tout cas, encore une fois, je suis pas là-dedans 5 jours sur 5, 5 jours sur... Je suis pas là-dedans 24 heures sur 24 et voilà, j'ai pas des dizaines de patients à gérer. Mais je sais pas, j'ai pas ressenti... Évidemment, je pensais à leur situation, il y a des choses qui m'ont marqué, mais j'y pensais pas le soir en boucle, en me disant, ouais, c'est horrible. Je pensais plus... Je voyais, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais je voyais la personne en mode, elle a un problème. Moi, je visualise le problème et je l'intègre pas comme une émotion chez moi. Je sais pas si c'est très compréhensible. Mais en gros, je voyais ça comme voilà, la personne a un problème, on va essayer de résoudre ce problème, peut-être un peu en mode ingénieur. On va essayer de résoudre ce problème et ça, voilà, ça va bien se passer. Ça a confirmé aussi que je pense que je pourrais faire. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le collectif, la prévention des RPS, prévention primaire, tertiaire, secondaire, et aussi travailler en cabinet, en mode il y a une personne qui vient vous voir pour aller mieux. Je pense que je pourrais faire un mix des deux. Ça a aussi confirmé ça en me disant, je pense que je peux le faire. Après, évidemment, c'est à tester. Hein, là, je peux juste imaginer. Euh, mais voilà, je trouve que c'est cool d'avoir un peu des deux. Un peu travailler sur le collectif et sur l'individuel. Bref, c'était vraiment un super stage qui s'est fait majoritairement à distance, comme je l'ai dit. Je disais ça en rigolant avec des potes, mais j'étais un peu en mode freelance stagiaire. C'est particulier parce que je suis en reconversion, j'ai 30 ans, je suis habitué à bosser. Et d'ailleurs, ma tutrice, elle m'a dit bah, heureusement que tu étais super autonome, parce qu'évidemment, on se voyait assez régulièrement, peut-être 1 heure et quelques par semaine, pas beaucoup, on se voyait régulièrement. Et elle m'a dit heureusement que tu étais autonome, en fait. Elle m'a dit j'aurais du mal, je pense, à prendre quelqu'un qui n'était pas autonome ou qui sortait juste de la licence. Et c'est là où notre profil de reconversion, avec un passé professionnel, je pense, aide et peut rassurer. D'ailleurs, si vous pouvez utiliser cet argument pour un stage, c'est en mode, bah voilà, j'ai déjà une expérience pro, je sais pas, j'ai des projets, tout ça, je suis habitué. Évidemment, c'est sur un nouveau métier, mais ça n'empêche pas qu'on a des compétences transversales. Et je pense que ouais, ça m'a bien aidé. Voilà, je crois que je vous ai donné beaucoup d'informations. Et enfin, bah, évidemment, il faut faire un rapport de stage. Et ce rapport de stage,
Alors, en tout cas, bien sûr, c'est pour social, hein, je parle. C'était entre 20 et 25 pages. Là, on retrouve un résumé. En fait, le, on avait un plan, mais pas forcément à respecter. Euh, c- j'ai eu du mal à me lancer dedans. Parce qu'en fait, le seul rapport que le professeur a donné, le sommaire, c'était un peu en mode, un peu tourné recherche. En mode, il y a des hypothèses, il y a une procédure, il y a l'analyse des résultats. Alors moi, c'était relativement mon cas. Mais par contre, j'imagine qu'il y a des stages qui sont pas du tout comme ça. Et du coup, au début, je me suis dit, je vais suivre la trame du prof. Puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. Du coup, j'ai fait un peu à ma sauce. Et bon, je m'en suis pas mal sorti, j'ai l'impression. J'ai refait, pour vous donner l'idée, présentation générale du stage, le lieu, etc. Le cadre théorique, parce qu'on est à l'université encore une fois, hein. J'ai présenté le burn-out, les risques psychosociaux, c'est quoi une démarche de prévention, voilà. La procédure, parce que là pour le coup, nous c'était très tourné recherche quand même. L'analyse des résultats, avec tous les résultats de l'enquête. En tout cas, les grosses choses. Conclusion générale, bibliographie. Voilà, vous avez un peu l'idée de la table des matières. Ça m'a pris un peu de temps quand même de le faire. Je l'ai fait après le stage. Au début, je me disais, je vais peut-être le faire pendant. Mais en fait, j'avais mon boulot à côté, en gros le matin. L'après-midi, je faisais le stage. Et bien sûr, les examens, etc. à préparer. Et les projets tutorés. Et en fait, non, j'ai juste fait mon fameux journal de bord qui m'a permis de prendre des notes, un petit peu, mais sans partir trop lent. Et après, une fois que c'était fini, une fois que j'avais du temps, je me suis dit, ok, je vais faire mon rapport de stage. Et du coup, je l'ai rendu d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, mais je l'ai rendu en session 2, parce que mon stage n'est pas fini avant. Et du coup, ce qui a peut-être posé problème pour... ça veut dire que j'ai toutes mes notes en session 1, sauf le rapport de stage. Et du coup, je vais sûrement passer quand même au jury numéro 2 qui sera fin août. Et voilà, tout ça pour une note, mais bon. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc, en résumé, pas forcément facile à trouver un stage en licence. Après, j'ai pas postulé à des centaines de trucs non plus, mais j'ai essayé de faire des trucs proches de chez moi. Moi, le stage s'est bien passé. Je suis très très content que la personne m'ait accueilli. En plus, elle cherchait pas de stagiaire. Alors, on n'avait jamais eu. Enfin, j'ai trouvé ça génial. On a eu un bon, je sais pas, un bon feeling au téléphone. Super sujet, le burn-out. Et le rapport de stage, ça m'a pris, je ne saurais pas vous dire exactement, je vais dire entre une quinzaine d'heures. Un peu comme un devoir normal. C'est un peu plus facile à rédiger parce qu'en fait, c'est un truc que vous avez, évidemment, il faut le cadrer, mais en gros, c'est un truc que vous avez fait, donc c'est relativement facile. Et le rapport était très tourné enquête, mais en fait, j'ai rajouté ma mission principale, mais aussi mes missions secondaires, donc je vous ai expliqué. Et j'ai même rajouté une partie les missions prévues mais pas réalisées, parce que dans la fameuse fiche projet du stage, j'ai mis des choses, mais en fait, on les a pas fait parce que là, c'est la réalité. Du terrain, on n'a pas pu le faire, on n'a pas eu le temps. Donc j'avais rajouté ça. Voilà ce que c'est un stage, donc entre 100 et 200 heures. Il faut une convention. J'ai l'impression que ça peut pas trop être fait l'été. Je sais pas si on peut avoir une convention d'une année pour l'autre. Si vous le faites par exemple là, je sais pas, on va dire on est en juin 2025. Je sais pas si c'est possible d'obtenir une convention pour commencer un stage en septembre, octobre 2025 toujours. Je ne sais pas. Ça faut voir avec directement l'administration de la fac. Et alors après, je ne connais pas du tout les attendus en clinique, en neuro et en développement. Donc à vous de chercher. En tout cas, ça fait une vraie bonne première expérience, qui est un peu particulière, parce que là c'était à distance, c'était plutôt une enquête. Mais bon, j'ai vu aussi du vrai terrain de cabinet. Et c'est d'ailleurs assez rare, parce que souvent, moi je m'imagine psychologue du travail dans un cabinet qui reçoit des patients. J'avoue que je sais pas si... C'est pas facile hein, d'amener un nouvel observateur dans parce qu'on peut dire qu'il y a une relation entre le psychologue et le patient. Et ramener une troisième personne, c'est peut-être un peu bizarre pour le patient, pour le psychologue. Et je comprends que c'est pas toujours, ils sont pas toujours chauds. Et honnêtement, je sais pas si je le serais. En tout cas, voilà, j'ai eu accès à ça, ce qui est quand même assez rare. Super sujet. Et d'ailleurs, si ma tutrice de stage m'écoute, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce stage. Ça a vraiment, ouais, ça a vraiment confirmé plein de choses. Donc, merci beaucoup. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié, à mon rapport de stage, j'ai eu 14 sur 20. Voilà, ce sera la dernière information de cet épisode de podcast.
D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast. Je vous en remercie grandement parce que ça aide à promouvoir tout le contenu que je fais. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode qui parlera vraisemblablement des résultats du semestre 6, de la licence 3, de l'IED Paris 8. Et je vous dis à bientôt.